Salut à toi, je suis Frédéric Garcia, coach diplômé en psychologie clinique et en anthropologie. Rassure-toi, je ne vais pas rentrer dans des considérations très techniques, des histoires de neurosciences et de cognition dans cette vidéo. On va aller droit au but. Tu veux oublier ton ex, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Et je vais donc partager avec toi 6 choses que tu dois faire. Et après ces 6 choses, je vais partager avec toi une philosophie que tu dois adopter pour oublier ton ex facilement. Et pour arrêter d'être dans la dépendance affective et arrêter d'être dans des deuils amoureux interminables. La première action forte que tu dois poser, alors ça peut paraître vraiment tout bête, mais je dois te le dire, je dois te le rappeler, c'est de rendre toutes ces affaires à ton ex, de te débarrasser de toutes les possessions communes que vous aviez. Alors je sais que tout le monde n'est pas dans la même situation, peut-être que tu as vécu en concubinage pendant 3 ans, ou peut-être que tu as flirté avec quelqu'un pendant 6 mois, c'est pas exactement les mêmes enjeux, mais tu dois faire en sorte que le pull que ton ex a laissé chez toi, la brosse à dents, je ne sais pas quoi, tout ça, ça doit disparaître. Tu contactes ton ex, tu lui dis voilà, j'ai cette liste d'affaires que j'aimerais te rendre. Si la personne ne te répond pas, ou si elle te dit ah j'ai pas le temps machin, tu lui mets une putain de deadline, tu lui mets un ultimatum, tu lui dis voilà, moi tu m'as quitté, tu m'as plaqué, c'est ton droit, c'est ta liberté, maintenant je dois faire mon deuil, je veux faire mon deuil, donc tu as 1 semaine pour récupérer tes affaires. Ça peut être aussi, tu peux lui renvoyer en colis, hein, si c'est des choses, voilà, tu veux vraiment pas qu'elle passe chez toi, ou elle ne veut pas passer chez toi, etc. Si elle te dit non, non, ça garde-le, je m'en fous, je veux pas, tu jettes, tu donnes, tu vends, peu importe, mais tu te débarrasses, d'accord? Toute affaire qui te rappelle ton ex doit disparaître de ton domicile. Ça, c'est le premier point. Maintenant que tu as rendu ces affaires à ton ex, maintenant qu'elle est venue les récupérer, que tu lui as réexpédié, que tu les as vendues, données, peu importe, ou jetées tout simplement, tu peux, si tu as la rupture sur le cœur, ce qui est probable, tu peux vider ton sac. Et ce que j'appelle vider son sac, c'est écrire un courrier, écrire une lettre ou un courriel, hein, peu importe que ça soit manuscrit ou typographié. Moi personnellement, je préfère envoyer des courriels. J'ai pas tout le temps l'adresse physique de mes ex, etc. Donc quand je suis dans une rupture douloureuse et que je veux vider mon sac, j'envoie un long courriel que je m'applique à rédiger. Et si tu veux un jour, on fera une vidéo consacrée vraiment à comment bien réussir sa lettre de vidage de sac, comme je l'appelle, même si c'est pas très français. Toujours est-il que tu dois dire ce que tu as sur le cœur, parce que tu as probablement subi cette rupture, tu n'as pas choisi d'être quitté, donc même si tu respectes peut-être, en tout cas une partie de toi respecte la décision de ton ex, il y a une partie de toi qui est très en colère, il y a une partie de toi qui est triste, il y a une partie de toi qui trouve ça fondamentalement injuste, et qui a envie d'exprimer ce ressentiment, d'exprimer cette indignation, d'exprimer cette colère. Or, le problème, c'est qu'en général, tu as peur de passer pour un bourreau si tu dis ces 4 vérités à ton ex, si tu fais retentir tes convictions en tapant du poing sur la table, et du coup, tu te retiens. Et plus tu vas te retenir, plus tu vas ruminer ton insatisfaction, plus tu vas ruminer le fait que c'est injuste parce qu'elle a fait telle chose et toi, tu as fait tel effort dans la relation, et à la fin, elle t'a quand même quitté, etc., alors que tu avais tout donné. Tout ça, tu dois le verbaliser, tu dois l'extérioriser. Il faut que ça sorte. Alors, il y a un certain nombre de thérapeutes notamment qui préconisent d'écrire une telle lettre, mais de la garder pour soi, ou éventuellement de la détruire après. C'est-à-dire tu écris une lettre dans laquelle tu mets tout ce que tu as sur le cœur et tu te lâches. C'est vraiment des lettres où tu te lâches, tu peux être injurieux, etc. Mais ensuite tu brûles la lettre, tu la jettes dans la cheminée, tu la brûles avec ton briquet, tu l'enterres dans la forêt, que sais-je encore. C'est des rituels comme ça thérapeutiques. Moi, ce n'est pas du tout ce que je vais te conseiller de faire. Ce que je te conseille de faire est un peu à contre-courant, c'est pas politiquement correct, mais c'est beaucoup plus efficace. C'est d'écrire une lettre la plus honnête possible et de l'envoyer à ton ex. Elle doit la recevoir par courriel ou par lettre physique. Et le but, c'est pas d'attendre une réponse. D'ailleurs, tu peux finir cette lettre en expliquant que tu ne souhaites pas avoir de réponse, que tu préférerais que ton ex ne te contacte pas. Et je dis préférerais parce que sous le coup de la colère, on a envie de dire je t'interdis de me contacter. Mais bon, déjà, ton ex, elle fera ce qu'elle veut. Hein. Si tu l'as piqué au vif dans ta lettre, si tu lui as fait des reproches sur lesquels elle a envie de se justifier,
en fait, elle s'autorisera forcément à te recontacter. Bon, ça, j'y viendrai après dans la suite de la vidéo, mais en gros, tu ne peux pas imposer à quelqu'un l'absence de contact. Par contre, tu peux exprimer que tu préférerais qu'il n'y ait pas de contact après ce courrier. Et évidemment, tu dois bien réfléchir à ce que tu écris. Le but, c'est de rester dans les clous de la légalité. Hein. Tu dois pas menacer ton ex, tu dois pas l'insulter, ou alors, si tu l'insultes, faut que ça soit formulé d'une manière assez fine et qui est nuancée. C'est-à-dire, tu peux écrire, il y a une partie de moi qui pense que tu n'es qu'une ordure, mais il y a une partie de moi qui sait que tu ne te résumes pas à ça, et je me souviens aussi de tous les bons moments qu'on a passés, je me souviens de tes valeurs, de ton éthique, du fait que tu étais quelqu'un de très honnête, même si ce jour-là tu m'as menti, ce jour-là tu m'as trompé, ce jour-là tu m'as caché telle chose, etc. Voilà, donc faut trouver le bon, pas le compromis, c'est absolument pas ce que je te demande, mais faut trouver la mesure nécessaire à pas enfreindre la loi et surtout à ne pas regretter ce que tu as écrit dans la lettre. Parce qu'un des problèmes de certaines personnes, c'est qu'elles écrivent des lettres hyper énervées, très très injurieuses, et puis après, elles ont envie de recontacter leur ex pour s'excuser. Hein, et ça fait des cycles comme ça, de passif-agressif finalement, où tu tapes du poing sur la table, tu injuries, puis après tu appelles la queue entre les jambes en disant « Ah, je suis désolé, je regrette ce que j'ai dit, je le pensais pas, etc. » Bah non, si tu ne le penses pas, ne l'écris pas. Et si tu le penses, écris-le et assume-le jusqu'au bout, et ne va pas t'excuser après d'avoir été, peut-être d'avoir franchi la bienséance, d'accord? Donc le but, c'est vraiment de vider ton sac, de dire tout ce que tu as sur le cœur pour éviter les ruminations. Troisième point qui est dans le prolongement de tout ce que je viens de t'expliquer, tu peux maintenant couper les ponts, et tu dois couper les ponts avec cet ex, ce qui veut dire que par exemple, juste après avoir envoyé ce courriel de vidage de sac, tu peux bloquer son adresse dans ta messagerie. Une fois que c'est parti, le mail il est stocké, que tu la bloques ou pas, voilà, le mail est arrivé dans sa messagerie, donc t'as pas besoin d'attendre, de dire voilà, j'attends 24 heures pour voir si elle répond et je la bloque après. Le but, c'est d'éviter tout ce qui va te faire penser à elle. Parce que le problème, c'est que tu subis une rupture, tu dois donc passer par un processus de deuil, et le processus de deuil, il implique que tu vas repenser à tout un tas de choses que vous avez partagées. C'est pour ça que je t'ai dit d'abord de te débarrasser de ces affaires. C'est pour limiter l'occurrence de moments gênants. Par exemple, il y a la brosse à dents qu'elle avait chez toi, et tous les matins en allant te brosser les dents, tu vas tomber sur la brosse à dents de ton ex, et ça va te rappeler que l'époque, elle venait dormir chez toi, elle se brossait les dents, et vous faisiez l'amour comme des fous, etc. Bah non, ça c'est pas bon pour ton processus de deuil. De toute manière, tu penseras par moment à ton ex. Ça, on pourrait y venir dans une autre vidéo, mais là, si tu veux, l'idée c'est d'éviter le risque inutile, d'éviter les occurrences superflues de remémoration de ce qui s'est passé entre vous. Donc, tu dois couper les ponts, tu dois effacer son numéro de téléphone, tu dois bloquer son adresse mail, la bloquer dans ta messagerie ou dans tes messageries éventuellement. Tu dois la bloquer sur les réseaux sociaux, surtout qu'on sait très bien qu'après une rupture, on a envie d'aller voir à quel point son ex continue à être heureuse sans nous, et voir si elle a posté quelque chose, et voir si elle n'est pas en photo avec quelqu'un, et ça sera la preuve qu'elle nous a trompés. Tout ça, tu t'en fous, tu la bloques, et ça te permettra d'avancer dans ton processus de deuil. Tu coupes les ponts. Alors, je sais qu'il y a des cas particuliers, des cas où on est très malheureux de la rupture, mais on n'est pas, en tout cas on n'assume pas complètement d'être fâché avec son ex, surtout si elle nous a fait le coup du restons amis, ou de je n'ai rien contre toi, c'est pas toi, c'est moi, etc. Tout ce genre de phrases archétypales qui sont utilisées dans les ruptures. Et en fait, il y a des gens qui restent bons amis avec leur ex, moi j'ai un certain nombre d'ex avec qui je suis en très bons termes, mais c'est des nuances, etc. Et je vais pas les développer dans la présente vidéo. Donc là, pour oublier ton ex, tu dois couper les ponts avec elle. Maintenant que tu as fait ces trois actions fortes, ou ces trois ensembles d'actions pour avancer dans ton deuil et oublier ton ex, on va passer à trois autres éléments qui sont pas directement liés à la relation, mais qui sont liés en général à la gestion du stress, au bien-être psychologique et à l'hygiène de vie. La première chose que je vais te conseiller, donc la quatrième action que tu vas poser pour oublier ton ex, c'est ce que j'appelle l'écriture thérapeutique. Comme je l'ai dit à l'instant, c'est normal de ressasser, de ruminer, de se remémorer des choses qu'on a partagées avec l'être aimé,
Ça fait partie du processus de deuil. Et même si tu l'as bloqué, même si tu as vidé ton sac, même si tu as jeté, brûlé, donné, rendu, vendu ces affaires, eh bien, tu vas avoir des flashbacks, tu vas avoir des moments qui remontent. C'est lié notamment à ce qu'on appelle en psychologie l'ancrage. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est normal. Et quelque chose qui est très utile pour avancer dans ton travail de deuil, malgré ces ruminations et pour pouvoir les gérer sans qu'elles deviennent envahissantes et que tu penses matin, midi et soir à ton ex, c'est l'écriture thérapeutique. L'écriture thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement avoir un journal intime, comme lorsque tu étais adolescent. On va refaire un petit voyage dans le passé, d'accord ? Tu vas tenir un journal. Ce journal, il va te permettre plusieurs choses. Déjà, il va te permettre d'organiser ta vie, de réfléchir au futur, mais ça j'y viendrai en fin de vidéo. Il va surtout te permettre, lorsque tu commences à penser à quelque chose, il va te permettre de coucher ces pensées, et notamment toutes tes ruminations par écrit. C'est quelque chose que conseille le psychiatre Christophe André dans plusieurs de ses ouvrages, notamment je pense à son très très bon livre sur les états d'âme. Il explique tout l'intérêt qu'il y a de tenir un journal intime, parce que en fait, quand tu rumines quelque chose, par exemple tu te passes en boucle la scène où ton ex t'avait fait venir dans un café, t'avait dit faut qu'on parle, et t'as sorti tout un tas de phrases alambiquées pour tourner autour du pot et finalement te dire que bah voilà, c'était la dernière fois que t'avais touché son abricot parce que c'est fini, elle ne veut plus de toi, vous rompez, etc. Tu vas te repasser la scène en boucle. Si tu ne peux pas en parler à quelqu'un parce que tu ne fréquentes pas un psychologue par exemple, ou que tu en parles de temps en temps à tes amis, mais qu'avant tes amis, si tu veux, tu peux pas leur raconter 17 fois la même histoire, ça va les irriter un petit peu, et c'est tout à fait légitime qu'ils aient pas une patience infinie avec toi. Tu vas te répéter ça à l'intérieur, dans ta tête. Il faut que ça soit verbalisé. Alors il y a plusieurs méthodes, on verra dans une autre vidéo la technique du dialogue interne et de l'auto-empathie, mais là je te parle juste de l'écriture thérapeutique. En couchant ces ruminations sur le papier, ça va les évacuer. C'est comme lorsque tu crèves un bouton et que le pus du bouton sort. En fait, tant que tu n'extériorises pas ça vocalement ou à l'écrit, eh bien le pus il reste dans le bouton. Donc quand tu commences à ressasser, le soir, après ta journée de travail, après ta journée d'études, tu prends ton cahier et tu dis, voilà, aujourd'hui, j'ai repensé à cette scène, je suis scandalisé, elle m'a dit ça, c'était pas vrai, il s'est passé ça. Tu décris à la fois comment s'est passée ta journée et le fait que tu as ressassé des événements, et tu décris les événements en question, d'accord ? Tu couches tout ça sur le papier. Ça va vraiment te permettre d'évacuer. Les gens qui ne sont pas familiers de cette technique, ils peuvent se dire que ouais, c'est un peu un truc de grand-mère, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais pas du tout. Hein. Je te le répète, c'est conseillé par un psychiatre qui écrit d'excellents livres de vulgarisation psychologique. Christophe André, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail. C'est quelqu'un de très rigoureux, il y a des grosses bibliographies dans ses livres. C'est pas des ouvrages de charlatans, c'est vraiment un mec qui est carré, et ça fait partie des techniques qu'il conseille. La 5e action forte que tu dois accomplir, et que tu dois accomplir de manière récurrente et répétée pour oublier ton ex, c'est pratiquer une activité physique, de préférence faire du sport. Le mieux, c'est que cette activité physique, elle soit quand même assez intense. Je parle pas juste de faire des longues marches dans ta ville ou dans ta campagne, c'est pas un truc qui va suffire. Il faut aller courir plutôt que marcher. Il faut faire éventuellement des grosses séances de musculation. Il faut aller faire des arts martiaux. Il faut faire du sport qui va te fatiguer, qui va te faire sécréter des endorphines, des neurotransmetteurs et des hormones qui vont en fait te détendre, qui vont faire que tu vas te sentir bien. Et alors, on peut dire que c'est un bien-être artificiel, ok, que c'est juste des substances que tu sécrètes, mais que ta situation de mec qui vient de se faire plaquer, elle est la même. Oui, mais entre le mec qui vient de se faire plaquer et qui reste chez lui à jouer aux jeux vidéo, ou le mec qui vient de se faire plaquer et qui va courir 3 fois par semaine, tu vas voir que le deuil, la vitesse de deuil, la vitesse de cicatrisation finalement, va pas du tout être la même. Plus globalement, même si t'es pas en situation post-rupture, hein, le sport c'est quelque chose de fondamental pour l'hygiène de vie, fondamental pour la concentration, pour le système immunitaire, pour faire baisser ce qu'on appelle le taux de glucocorticoïdes. Si ça t'intéresse, sur mon autre chaîne qui s'appelle Frédéric Garcia, j'ai fait une vidéo très pointue sur la dépression et le stress chronique et comment les gérer. Hein. Donc je te renvoie cette vidéo et tu verras pourquoi le sport c'est quelque chose de fondamental. La 6e et dernière action que je te propose avant de passer à la vision globale, à la philosophie de vie, c'est la socialisation. Tu dois socialiser pour garder le moral, pour avancer.
De toute manière, même si t'es pas quelqu'un qui vient de se faire larguer, la socialisation c'est hyper important, l'entourage, le soutien social aussi, c'est des choses très importantes, et j'en parle, là encore, dans ma vidéo consacrée au stress chronique et à la dépression, donc je vais pas trop développer. Par contre, ce que je vais aborder là, c'est 2 nuances dont tu dois tenir compte vu ta situation de mec qui vient de se faire plaquer. Petit 1, tu dois faire très attention à ne pas ruminer quand tu vois tes amis. Il est normal de se confier à des amis quand on va mal, c'est aussi le rôle des amis, ça dépend des relations, ça dépend des amitiés, mais il y a des gens avec qui on a ce genre de relation, de confidence, de confident mutuel peut-être. Donc pas de souci, tu peux évidemment parler à tes amis quand tu viens de te faire larguer, etc. Tu peux leur expliquer que ça va pas, mais ça doit être occasionnel. C'est-à-dire que si tu vois des amis régulièrement et qu'à chaque fois qu'ils t'invitent à une soirée, à chaque fois que tu vas faire un jeu de société avec eux, à chaque fois que tu vas courir avec eux ou faire du sport, tu parles de ton ex, tu parles de à quel point tu penses à elle, etc. Ça va les saouler. Et je suis très sérieux, faut pas plaisanter avec ça parce que il est naturel que tes amis n'aient pas une patience illimitée. Donc autant il y a une dose d'écoute qu'il est normal d'attendre de certains amis, pas de tous, mais de certains. Mais par contre, tu peux pas tirer sur la corde, tu peux pas abuser de leur patience, tu peux pas abuser de leur écoute et de leur capacité d'empathie. À un moment, tu dois prendre sur toi et tu dois garder pour toi tes préoccupations. Si t'es invité à une soirée et que t'as pas trop le moral, au pire, si vraiment t'as le moral dans les chaussettes, à ce moment-là, ne va pas à la soirée, ok. Tu dis là, je suis un peu fatigué, je vais me coucher tôt ce soir et tout, j'essaie de faire attention à mon hygiène de vie. La preuve, tu fais du sport, etc. Donc oui, tu fais attention à ton hygiène de vie. Mais si t'es dans un entre-deux, c'est-à-dire que tu sais que tu penses à ton ex, t'es pas au top de ta forme, mais ça va, tu viens pas d'écouter Jacques Brel en pleurant comme une merde, eh bien, tu dois aller à cette soirée et tu dois faire bonne figure, d'accord ? Change-toi les idées, écoute ce que les gens ont à dire, écoute leurs propres événements de vie, parle de différents sujets, débat avec eux, au pire, énerve-toi un petit peu en débattant de sujets conflictuels, voilà, quel est le meilleur album de tel artiste ou quelle est la situation politique, je m'en fous, mais ne t'appesantis pas sur ta rupture, ton ex, ton moral, etc. T'as pas envie d'en parler, t'es pas là pour ça, t'es là pour socialiser et pour élargir ton horizon et non pas essayer de faire rentrer l'horizon des autres dans tes ruminations mentales. Le deuxième point très important à respecter pour ta socialisation post-rupture, c'est autant que tu peux éviter les gens qui étaient des amis communs de toi et de ton ex. Ça peut être des gens que tu apprécies beaucoup, peut-être que justement tu les apprécies tellement que vous avez organisé des soirées entre couples, des parties de jeux de société, des week-ends, des voyages, des restaurants, que sais-je, et que vous aviez l'habitude, toi et ton ex, de sortir à 4, de sortir à 6, de sortir à 8. Tu dois éviter ces personnes autant que possible, tout simplement parce que les revoir, les rencontrer fraîchement après ta rupture, ça va te renvoyer à tout ce que tu as fait avec eux et avec ton ex. Et on l'a vu, tu rumines déjà suffisamment, parce que ça fait partie du processus de deuil de ruminer, mais ne donne pas le bâton pour te faire battre, si je puis dire. Privilégie les gens qui n'ont jamais rencontré ton ex, ou les gens qui ne l'aimaient pas, ou les gens qui n'ont jamais été trop fans d'elle, ou des gens que tu avais un peu perdu de vue peut-être parce que les 6 derniers mois tu étais à fond dans ta passion amoureuse, etc. Donc élargis ton horizon, il faut que cette socialisation, ça soit de l'ouverture et non pas de la réminiscence et de la rumination. Maintenant que je t'ai donné ces 6 actions fondamentales, ces 6 règles de vie à adopter après une rupture douloureuse, je voudrais aborder avec toi allez, je vais pas appeler ça une technique, parce que justement ça dépasse l'idée d'une technique ou d'une action précise. Je vais pas non plus appeler ça un hack, parce que c'est un mot qui est un peu à la mode, et ça aura périmé dans quelques mois de parler de hack. Je vais te donner la philosophie fondamentale pour ne plus jamais souffrir inutilement d'une rupture. Alors, il y a une part de souffrance inévitable dans une rupture, c'est pour ça que je dis inutilement. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance qui est inévitable quand quelqu'un que tu aimes te quitte. C'est normal que ça te touche, il faut pas boycotter ta vie émotionnelle, ça fait partie de ton expérience d'être humain, d'accord ? Par contre, il y a une souffrance inutile qui est liée à la dépendance affective, qui est liée à un surattachement, à une réaction finalement un peu pathologique à cette rupture, au choix de ton ex, etc. Cette philosophie, je l'ai appelée « Les adultes suivent leur propre chemin ».
Pourquoi? Parce qu'en fait, une des raisons qui fait que beaucoup de jeunes hommes notamment s'effondrent après une rupture, et ça m'est arrivé lorsque j'étais un vingtenaire. Je fais cette vidéo aujourd'hui, j'ai 38 ans, ma vie est très différente, mais j'ai fait une dépression, et j'aime bien dire que j'ai fait même une dépression et demie après 2 ruptures consécutives lorsque je quittais la fac d'anthropologie. C'est une des seules fois de ma vie où j'ai pensé au suicide, et encore, ça me faisait pas plaisir, hein. C'était des visions suicidaires que j'avais, j'étais vraiment au plus bas de ma vie, j'étais un gros fumeur de shit, tout partait en sucette, je savais pas ce que j'allais faire professionnellement, je ne trouvais pas ma place dans le monde, etc. Donc vraiment, un tableau très noir, et ce tableau très noir, en fait, il interagissait avec les ruptures amoureuses. C'est-à-dire qu'évidemment, quand tu es quelqu'un qui connaît sa place dans le monde, qui a une direction, qui a une boussole, qui sait où il va, qui fait du sport, qui a une bonne alimentation, qui a un bon cercle social, etc., les ruptures, elles te font souffrir de façon légitime parce que tu es attaché émotionnellement, mais il n'y a pas cette souffrance inutile qui vient se rajouter, cet effet d'effondrement en fait qui touche les gens qui ont une vie de merde. Je suis désolé d'être un petit peu vulgaire, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a une espèce de problème avec toute une génération, notamment de jeunes hommes, ça touche plus les hommes que les femmes pour certaines raisons. On a un problème avec toute une génération de jeunes hommes qui sont en fait des grands enfants, même à 25 ans, parfois même à 30 ans, des grands enfants, un peu comme certains youtubeurs qui adorent collectionner les petites figurines et parler de DVD et de films, etc., et être des consommateurs et non pas des acteurs et des créateurs. On a une génération de grands enfants qui ne sont pas des adultes. Qu'est-ce que c'est être un adulte? C'est avoir un but dans la vie, avoir peut-être plusieurs buts, avoir une mission de vie, avoir des projets que tu vas accomplir seul, des projets qui ne nécessitent pas d'être en couple, des projets qui sont liés à une création artistique, à une création d'entreprise, à des défis sportifs, une vision à long terme qui fait que tu sais où tu vas et que tu as des combats à mener. Il faut que tu aies ta guerre et il faut que tu aies tes passions, d'accord? Ça peut être la même chose, hein. Ta guerre, elle peut recouper tes passions. Par exemple, si tu es passionné de cinéma et que tu veux faire un film, que tu veux devenir réalisateur, ta guerre, ça va être de réussir ta carrière de cinéaste, et en même temps, tes passions, ça va être la cinéphilie. Donc, il y a des points de convergence. Parfois, ça peut être très différent, c'est-à-dire que tu peux être passionné de cinéma et ça peut être une manière pour toi d'éprouver de la gratitude envers le monde dans lequel tu vis quand tu t'exposes à des œuvres artistiques, quand tu vas au cinéma, mais ta guerre, ça peut être de devenir un champion de marathon, de devenir quelqu'un qui fait des extreme trails, des courses de 80 km, etc. Ça peut être des sujets qui ne sont pas connexes, peu importe. Mais tu dois être un adulte qui suit son propre chemin. Pourquoi? Parce qu'être un adulte, c'est avoir son indépendance affective, savoir où tu vas, savoir que tu as des missions et que le temps qui t'est imparti sur ce monde est limité et que ça donne un sentiment d'urgence à tes projets. C'est pour ça que je parle de guerre. C'est pas juste une guerre parce que les choses ne s'obtiennent pas forcément facilement et que tu vas devoir te battre, entre guillemets, pour faire ta place dans le cinéma, te battre pour faire fleurir une entreprise, te battre pour réussir à faire exploser une association caritative qui va aider des gens, etc., à améliorer le monde. Bien sûr qu'il y a de la combativité là-dedans, mais c'est aussi un combat et une guerre parce que tu es dans une course contre la montre en permanence quand tu es un adulte qui a des projets. D'accord? L'adulte suit son propre chemin parce que justement, être adulte, c'est avoir des objectifs, des projets de vie, une vision à long terme, et donc des combats que tu mènes pour atteindre ces objectifs, pour atteindre ces projets, et évidemment, tu entends bien que dans ce que je suis en train de t'expliquer, il n'y a pas de mention de couple, il n'y a pas l'idée que tu as besoin de quelqu'un, et je suis pas en train de te dire que tu dois être célibataire toute ta vie, je suis pas en train de te dire que tu dois adhérer au mouvement qu'on appelle les MGTOW, d'accord, ces fameux hommes qui suivent leur propre chemin, justement, men going their own ways. Moi, je te parle pas d'homme ou de femme, je te parle d'être un adulte. Je te parle d'avancer, de mener ta guerre, de suivre tes passions, et d'avoir éventuellement de la place pour des relations amoureuses. Il ne s'agit pas du tout de se fermer émotionnellement, mais il faut comprendre quel est ton sens des priorités. À moins d'être une femme qui est obsédée par le fait d'avoir des enfants, et heureusement toutes les femmes n'ont pas ça pour projet de vie, il y a des femmes qui sont des adultes qui suivent leur propre chemin, mais sinon, à part ces plantes vertes, en fait, dont la seule vision de l'épanouissement, c'est l'enfantement, tu n'as pas besoin du couple comme d'une clé indispensable à ton accomplissement. Le couple, c'est quelque chose qui arrive en option, c'est presque un accident
qui se passe dans ta vie, parce que ton projet, c'est pas d'être en couple. Ton projet, c'est de devenir un grand artiste, c'est d'avoir une entreprise qui est florissante, c'est d'être un militant, un citoyen engagé dans les causes caritatives qui fait évoluer le monde, c'est d'être un grand sportif, etc. Il n'y a pas de couple là-dedans. Et j'insiste, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir des partenaires qui te soutiennent, qui sont enthousiastes pour tes projets, avec qui tu partages des expériences fortes, mais c'est une option, c'est un bonus. Et le soutien, tu peux l'avoir aussi de tes amis. Je te renvoie à ce que je disais sur la socialisation, évidemment. Donc, les adultes suivent leur propre chemin. Et lorsque tu deviens un adulte qui suit ton propre chemin, bien sûr que parfois tu seras triste si tu es amoureux de quelqu'un et que la relation s'arrête, mais tu continueras d'avancer le couteau entre les dents parce que tu auras conscience de cette contrainte de temps. Tu auras conscience du sablier qui s'écoule et de la tension que ce temps qui passe donne au fait que toi, tu as des guerres, tu as des passions, tu as des projets et tu vas quelque part. Tu es maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu veux une déclinaison plus personnalisée de tous les conseils que je viens de donner dans la vidéo, tu peux me contacter en m'expliquant ta situation. C'est très important. M'envoie pas juste un mail en me disant « Hey, salut Frédéric, est-ce que tu peux me coacher ?» Ça va pas le faire. Tu vas m'énerver parce que ça me fait perdre mon temps. Donc envoie-moi un mail détaillé en m'expliquant dans quelle situation tu te trouves, ta situation amoureuse, ta situation professionnelle, ton âge, etc. Décris ta situation et je te répondrai en te disant si j'accepte ou pas de te coacher. Et souviens-toi, les adultes suivent leur propre chemin.